Donc, sans trop tarder, nous allons enchaîner avec professeur Ramos, que je me permets de présenter. Professeur Ramos est professeur de psychiatrie, chef de service de psychiatrie à Agadir et membre de plusieurs associations et sociétés savantes en psychiatrie. Il va nous traiter un thème très intéressant qui intéresse le médecin généraliste, c'est les domaines cliniques et thérapeutiques du travail d'un médecin généraliste en psychiatrie. À vous la parole, tout en vous remerciant. S'il vous plaît. Donc, je réitère encore une nouvelle fois mes remerciements au comité d'organisation de MG Maroc. Je le félicite pour cette belle organisation de ce grand meeting scientifique. Et là, je passe de l'organe cœur-muscle à un autre espace qui est le cœur dans le sens figuré du terme, à savoir le psychique, le mental, l'humeur, et ainsi de suite. Tout ce qui est en rapport avec l'âme. Et j'ai choisi ce sujet-là parce qu'il y a un bon nombre de médecins généralistes qui aiment s'occuper des troubles psychiatriques. Et pour cela, j'ai bien défini quelques domaines d'exercice et de travail pour les médecins généralistes. Quels champs de la pathologie psychiatrique peuvent s'intéresser les médecins généralistes, peuvent initier leur traitement et tout d'abord faire le diagnostic et même faire le suivi et parfois orienter vers le spécialiste psychiatre. Donc c'est la thématique générale de cette présentation. Bien sûr, il y a des arguments. Le premier argument, c'est ça. C'est l'enquête qui a été faite par le ministère de la Santé publique en 2004-2005 sur la population générale marocaine et qui a pris à peu près 6000 personnes au-delà de 16 ans jusqu'à 65 ans. Et il y a fait sortir des taux de prévalence sur la vie entière des troubles psychiatriques. Et comme vous voyez ici, la pathologie psychiatrique la plus dominante, c'est la dépression, tout à fait à gauche, l'épisode dépressif majeur, EDM, à peu près 26%. 26%, c'est trop, c'est beaucoup. Les normes internationales, les taux de prévalence internationaux, ça varie entre 12 jusqu'à 18%. Mais au Maroc, on a retrouvé 26%. Et vous vous rappelez très bien, je pense, dans l'ère du ministère, M. Louardi, Hossein Louardi, il a eu une conversation au Parlement marocain quand il a désigné que la moitié des Marocains, ils ont un trouble mental. Et quand je dis la moitié des Marocains, je dis soit moi, soit vous. Alors là, c'est un chiffre qui est très grand, très immense, et 26% de la dépression, contrairement aux pays nordiques, nord de l'Europe par exemple, moins de soleil, beaucoup de stress, moins d'attachement familial, il y aurait beaucoup plus de dépression ici au Maroc. Mais là, il y a certains biais méthodologiques, bien sûr, qui ont eu lieu lors de l'enquête, parce que cette enquête a été faite à l'aide d'un outil diagnostique qui nécessite un entretien face à face. Alors que l'entretien qui a été fait dans cette enquête, ce sont des questionnaires qui ont été distribués sans faire un entretien par quelqu'un qui est spécialisé ou qui est bien entraîné dans les entretiens psychiatriques, dont on a retrouvé ces chiffres beaucoup plus hauts que les moyennes dans le monde. Donc, vous voyez la dépression majeure, puis il y a la dysthymie, qui est une forme de dépression chronique d'intensité très légère. Il y a les troubles phobiques, il y a le trouble panique, l'anxiété généralisée et les autres troubles. Et de là, je me baserai, moi personnellement, pour dire c'est quoi les priorités pour un médecin généraliste dans son cabinet ou dans l'hôpital général ou dans un service de soins primaires en ambulatoire dans le secteur public. Il devait s'intéresser à quoi exactement? Donc, ce qui est encore frappant,
pour vous argumenter la pertinence de ce sujet-là, c'est que la dépression qui était classée en 2010, à la 4e position, en 2020, il a été muté, il a été déplacé vers la 2e position. Et les estimations de l'OMS par rapport à l'incapacité ou l'invalidité de toutes les maladies, toutes confondues, dans le monde, prévoient que la dépression va passer au premier rang avant les maladies cardiovasculaires. C'est un deuxième argument. Un troisième argument, c'est pour vous dire que le nombre de psychiatres au Maroc, il reste très faible. On est à peu près 400 psychiatres entre le public et le libéral. Pour 38 000 millions d'habitants, c'est très peu. Et on est très très loin par rapport aux normes internationales et les recommandations de l'OMS qui prévoient de réserver un psychiatre pour 10 000 habitants. Alors nous, on a un seul psychiatre pour 100 000 habitants, c'est-à-dire on devrait multiplier les efforts de formation de psychiatres 10 fois pour arriver au seuil et aux normes de l'OMS. Encore, un autre argument, mais cet argument n'est pas stable, c'est que les médecins généralistes, en général, ils ont peur de traiter les maladies psychiatriques. Et cette enquête a été faite au nord-est du Maroc, Fès, Taza, Taounet, Oujda, Berkane. Il a compris à peu près 270 médecins généralistes. C'est un travail de thèse qui a été fait à la faculté de médecine de Fès. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé des chiffres qui sont alarmants. Je n'ai pas honte de le dire ici, mais pourquoi? Parce que la diapo suivante va montrer un aspect un petit peu positif par rapport à cette diapositive. Alors, à peu près, la moitié des médecins généralistes ne considèrent pas la dépression comme une maladie, au sens du vrai terme du concept maladie. Encore, il y a 10% des médecins généralistes qui imputent encore la maladie dépressive à quelque chose qui n'est pas scientifique. Encore, à peu près 6% qui ne connaissent pas la triade dépressive, qui est l'ossature de la clinique de la dépression. Et encore, on a à peu près la moitié des médecins généralistes qui ne sont pas confiants à traiter une dépression, même si c'est les simples. Alors, ces chiffres qui sont très, très négatifs, parce que cette enquête a été faite en 2009, la dernière enquête qui a été faite au CHU de Fès, on a vu autre chose, on a vu un progrès, c'est-à-dire les médecins généralistes commencent à s'intéresser de plus en plus à la santé mentale et à la psychiatrie et à traiter ces troubles-là. Et cette enquête qui a été faite aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire tout le Maroc, sur à peu près 400 médecins généralistes, on a vu des chiffres qui sont un petit peu positifs. Tout d'abord, les médecins généralistes disent qu'en moyenne, 20% de leurs patients durant toute la journée, ce sont des patients psychiatriques. 1. 2. Il y a à peu près la moitié des médecins généralistes qui osent prescrire des psychotropes, surtout les antidépresseurs, les anxiolytiques. Et encore, un chiffre qui est très encourageant, il y a à peu près 30% des médecins généralistes qui osent faire ou qui aiment faire la psychothérapie. Ça, c'est une note très, très importante. Et encore, les médecins généralistes, ils ont estimé qu'il y a des barrières ou des freins par rapport au travail dans le champ psychiatrique avec les pathologies psychiatriques. Tout d'abord, des mauvaises connaissances ou des connaissances restreintes par rapport aux psychotropes. Il y a encore la notion du malade qui est dangereux, encore la crainte d'une dépendance par rapport à un psychotrope et ainsi de suite. Donc là, cette étude qui est récente, qui date d'1 an, a retrouvé un certain progrès par rapport à l'abord des médecins généralistes pour les troubles psychiatriques. Donc, toutes ces barrières devraient être bien étudiées et combattues et vues d'un œil un petit peu, je dirais, du clinicien, de l'épidémiologiste, mais aussi du thérapeute. Et là, comme j'ai dit, ces barrières-là, elles sont nombreuses. Et ce qui est encore
qui fait un petit peu l'amalgame des choses, ou qui fait la confusion chez les médecins généralistes, c'est l'image de la psychiatrie. Alors l'image de la psychiatrie, il a bien changé depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai, la psychiatrie, elle est restée prisonnière d'une conception, je dirais, humaniste, et d'une conception philosophique, entre guillemets, et d'une conception purement psychologique. La preuve, c'est que Sigmund Freud, qui a commencé, je dirais, la période récente de la psychiatrie de la santé mentale, et surtout quand il a visité Charcot à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, quand il faisait l'hypnose, et d'où là est née la conception psychanalytique des maladies mentales, on est passé de cette conception, on a passé à peu près 50 ans, la moitié d'un siècle, pour passer à ce qui est neurobiologique, neuroradiologique, et à avoir des hypothèses scientifiques de toutes les maladies mentales. Commençons par la dépression, les troubles anxieux, la schizophrénie, le trouble bipolaire, tous, ils ont des bases fondamentaux neurobiologiques, neuroradiologiques, avec la découverte des nouveaux transmetteurs qui régissent la transmission sérotoninergique, de la glutamate, de la dopamine et autres neurotransmetteurs. Donc là, cette révolution scientifique en matière de santé mentale, bien sûr, il a fait bouger beaucoup de monde, y compris les médecins généralistes, à s'intéresser, à comprendre tout d'abord qu'est-ce que c'est la maladie mentale, à la démystifier, à la rendre, je dirais, scientifique et entre guillemets médicale, et par la suite à avoir une discipline tout à fait indépendante des autres. Cette révolution, elle a continué avec l'Association américaine de psychiatrie, avec l'Organisation mondiale de la santé et avec la nouvelle nomenclature des troubles psychiatriques. Maintenant, on est arrivé à la cinquième version de la nomenclature psychiatrique et on voit, qu'est-ce qu'on voit dans la classification? On voit 22 entités de troubles psychiatriques, 22 entités. Et quand je dis 22 entités, je ne dis pas 22 pathologies, parce que dans chaque entité, il y a des pathologies diverses. Je prends par exemple l'entité 18, par exemple, trouble de la personnalité. Alors, dans l'entité 18, il y a à peu près 15 types de troubles de la personnalité qui peuvent être, et chaque type de personnalité pathologique, c'est une maladie à part. Quand je prends par exemple le numéro 4, l'entité de trouble dépressif, il y a à peu près 6 à 7 formes cliniques de la dépression et chaque forme clinique, il a une clinique particulière, une sémiologie particulière et une conduite à tenir particulière. Donc dans l'ensemble, on a à peu près une centaine de pathologies psychiatriques. Mais est-ce que le médecin généraliste pourrait s'intéresser à tout? Est-ce qu'il pourra travailler dans tous les champs, avec toutes ces pathologies-là? D'où la conception de l'OMS, la conception de certains organismes scientifiques dit qu'il y a des entités qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus, je dirais, générales et qui sont abordables pour le médecin généraliste pour les traiter. Je commence par les troubles dépressifs, le numéro 4, le numéro 5, les troubles anxieux, puis le numéro 6, il y a ce qu'on appelle le trouble obsessionnel-compulsif dans sa version très simple, sans comorbidité bien sûr. Puis il y a ce qui est intrication, le numéro 9, ce qui est intrication médico-psychiatrique, c'est-à-dire intrication des symptômes psychiques, émotionnels, avec les symptômes qui sont somatiques et organiques. Puis il y a les troubles d'élimination, à savoir les troubles sphinctériens, les troubles du sommeil et puis les troubles sexuels. Ceux qui sont mis en gras, je dirais, ça appartient à la psychiatrie, je dirais, générale, pas la psychiatrie spécialisée. Alors, pour m'orienter, moi personnellement, comme enseignant en psychiatrie, je vais me guider avec les chiffres de prévalence, c'est-à-dire que voit le médecin généraliste dans son cabinet le plus fréquemment. Alors, le plus fréquemment, il voit beaucoup plus de dépression. C'est 26% de la population marocaine, si on croit ce chiffre. Puis, il y a les troubles anxieux. Et dans les troubles anxieux, on voit le trouble panique qui est très, très fréquent en médecine de ville, dans la médecine générale.
Puis, il y a les autres troubles anxieux. Et en dernier lieu, la dernière ligne, ce qu'on appelle le trouble anxiété généralisée, qui avoisine un petit peu le trouble panique dans sa sémiologie, qui est assez fréquent dans le cabinet des médecins généralistes. Donc, sur ces arguments et sur ces chiffres de prévalence, je vais m'orienter pour vous dire quels sont les domaines d'action et de travail d'un médecin généraliste, où est-ce qu'il peut mettre sa main, où est-ce qu'il peut référer ses patients. Très bien. Pour répondre à cette question, là, je demanderai tout d'abord au médecin généraliste, pour s'occuper de ce qui est psychiatrique, ce qu'on appelle les compétences relationnelles et la relation thérapeutique, parce qu'il joue un rôle primordial dans l'amélioration des symptômes psychiques qui, entre parenthèses, dans la plupart des cas, ce sont des symptômes subjectifs. Subjectifs, c'est-à-dire on pourrait les toucher par l'abord du malade. On pourrait les toucher, les influencer par le type de la relation. On pourrait les toucher par l'empathie. On pourrait les toucher et les influencer et les changer par l'écoute. Il y a des études qui ont montré que de certains symptômes psychiatriques, entre guillemets subjectifs, ils ont changé uniquement à la salle d'attente. Le fait d'attendre le médecin à la salle d'attente et passer 2 heures pour rentrer chez le médecin a changé, je ne dirais pas radicalement, mais majoritairement, la sémiologie clinique de la pathologie psychiatrique présumée. Je veux dire présumée, pas catégorisée. Donc, là, la relation thérapeutique, elle est très importante. L'écoute dans toutes ces formes, écoute réflexive, écoute socratique, écoute active, et ainsi de suite. Parce que quand on entend le mot « écoute », ce n'est pas un geste qui est tout à fait facile. Non, l'écoute, ça demande beaucoup plus de concentration de la part des médecins, ça demande beaucoup de suivi des propos du malade, ça demande une réflexion avec c'est-à-dire un retour, un feedback. C'est-à-dire ce que dit le malade, vous devez le résumer, vous devez le synthétiser, vous devez montrer à votre malade que vous l'avez bien compris. Le seul fait que vous avez montré à vos malades que vous l'avez compris, que vous avez compris sa souffrance psychologique, pourrait être suffisant à alléger sa souffrance morale et psychologique. Puis par la suite, il y a le dernier versant qui est la psychoéducation, c'est-à-dire comment faire passer le message. Qu'est-ce que c'est une dépression? Qu'est-ce que c'est un trouble panique? Qu'est-ce que c'est une anxiété généralisée? Surtout, la population marocaine n'est pas toute au même niveau d'éducation et de scolarité. Non, il y a encore des croyances mystiques, magiques, des croyances culturelles, traditionnelles qui sévissent encore dans le pays. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que c'est la tristesse. Alors quand il ressent la tristesse ou la peur, il va l'attribuer à autre chose, autre que ce qui est médical ou psychiatrique. Donc la psychoéducation, il revêt une importance capitale et chaque médecin, qu'il soit général ou spécialiste, dans toutes les disciplines, doit réserver un tout petit temps de sa consultation pour expliquer, pour élucider et même faire comprendre au malade qu'on avait bien compris par rapport à ces symptômes qui sont rapportés. Alors, des compétences encore en psychopharmacologie. Et là, il y a un petit tabou, voilà, par rapport aux psychotropes. Ce petit tabou, il résume quoi? Il résume la difficulté dans la classification des psychotropes et dans la pharmacologie des psychotropes. Là, c'est très important. Peut-être on a reçu des études, lors de nos études médicales, des cours magistraux, ou parfois on a passé au stage de psychiatrie, on n'a pas bien reçu les bons messages par rapport à la psychopharmacologie. Mais il suffit un petit atelier pour élucider tout par rapport aux antidépresseurs, par rapport aux anxiolytiques. Et là, je cite ces deux familles, parce que je n'encourage pas les médecins généralistes à s'intéresser beaucoup plus aux neuroleptiques, aux tumorégulateurs, parce que c'est l'affaire du psychiatre. Mais surtout ces deux familles, les antidépresseurs, les anxiolytiques, devraient être bien maîtrisés par rapport à indications, contre-indications, précautions d'emploi et surtout comment gérer les effets secondaires qui sont plausibles avec ces deux types de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Alors, là, je passe très vite pour vous dire que ce n'est pas un démon quand on voit la famille des antidépresseurs. Il y en a à peu près 5 ou 6
dans chaque famille. Vous connaissez les tricycliques, vous connaissez aussi les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine qui ont bouleversé et qui ont changé, je dirais, l'image de l'antidépresseur dans la société marocaine. Avant, qu'est-ce qu'on disait? Alors, vous allez chez un psychiatre ou un médecin généraliste, il va vous prescrire un antidépresseur. Alors, monsieur, madame, mademoiselle, alors, عاولي على انك غتكوني دايخه وناعسه النهار كامل والدارجه مقرقبه etc. On dit beaucoup de choses, on dit beaucoup de termes. Mais là, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont très bien tolérés par rapport aux tricycliques qu'on connaissait dans les années 60 et 70, par rapport à la nafrène et le laroxine et ainsi de suite. Donc ces médicaments, peu d'effets secondaires, très simples dans la manipulation et très efficaces. Encore, il y a les autres familles, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine noradrénaline. Il y a la venlafaxine, par exemple, la diloxétine, qui a des propriétés antidouloureuses. Vous pouvez voir ça dans les neuropathies diabétiques. Et encore, il y a la dernière famille, ce sont les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et la dopamine. Voilà, le bupropion, c'est le Wilbetrin, indication aux États-Unis uniquement pour la dépression, mais indication en France, l'ennemi fatal des États-Unis, il ne le consacre pas pour la dépression, il le consacre pour le sevrage tabagique. Alors, la dépression, des étapes de prise en charge. Quand je cite ces diapositives, et le contenu des diapositives, ce n'est pas pour les connaître par cœur, non. Ce sont des lignes orientatrices. Ils vont nous orienter. Qu'est-ce qu'on devrait savoir dans la dépression? Ça, un tableau de bord. Qu'est-ce qu'on devrait savoir aussi dans la prescription des antidépresseurs dans des situations particulières? Maintenant, peut-être les médecins généralistes, ils ont eu des informations par rapport à la prescription des antidépresseurs chez la femme enceinte. Ça a changé depuis 5 ans ou 6 ans. Et on est beaucoup plus ouvert à la prescription des antidépresseurs chez la femme enceinte. Même cette précaution premier trimestre, il faut faire attention, il a été levé. Il a été levé. Alors, on devrait actualiser nos connaissances par rapport à la prescription des antidépresseurs chez certaines populations particulières, exemple la femme enceinte, le sujet âgé, et parfois il y a des terrains de comorbidité somatique, insuffisance hépatocellulaire, insuffisance rénale, des cardiopathies, ainsi de suite. Là, il ne faut pas toucher le malade parce que ça devrait être bâti, le jugement devrait être construit sur la balance décisionnelle entre le psychiatre et le médecin spécialiste de la discipline, néphrologue ou cardiologue, et on va étudier le pour et le contre pour décider est-ce qu'on va instaurer un traitement antidépresseur. Alors, là, je résume le rôle du médecin généraliste dans les troubles dépressifs, alors que le psychiatre devrait s'occuper des dépressions graves et surtout les dépressions avec des comorbidités. Alors, par rapport aux troubles anxieux, un très grand chapitre. Et je pense que nos chers médecins généralistes n'ont pas beaucoup de la main pour diagnostiquer et traiter ces troubles anxieux, alors qu'ils sont très fréquents en médecine générale. Alors, en dehors de l'anxiété qui est symptomatique de plusieurs troubles psychologiques et somatiques, il y a encore l'anxiété qui appartient aux troubles anxieux, à savoir le trouble panique par exemple, à savoir le trouble anxiété généralisée. Et encore, il ne faut pas éliminer ce qui est anxiété normale et physiologique par rapport à une circonstance particulière, par rapport à un deuil, par rapport à un événement stressant, et ainsi de suite. Donc là, il faut bien mettre la main sur la colonne au milieu, surtout le trouble panique et l'anxiété généralisée. Exemple, trouble panique, ce sont des caractéristiques cliniques que vous allez retrouver chaque jour dans vos cabinets et chaque jour dans les urgences. Ce sont des caractéristiques cliniques où il faut diagnostiquer un trouble panique. Exemple, le trouble anxiété généralisée. الناس اللي مشطونين بزاف دايما هازين الهم beaucoup de choses. On appelle ça le trouble anxiété généralisée. Il faut diagnostiquer, il faut traiter parce que plusieurs personnes sont handicapées par le TAG. Encore, il faut connaître aussi un petit peu la place des antidépresseurs avec les troubles anxieux. J'ouvre en parenthèse. Cette dichotomie, troubles anxieux, anxiolytiques et dépression antidépresseur n'est pas valable, n'est pas juste.
Le traitement de fond du trouble anxieux, ce sont les antidépresseurs, ce n'est pas les anxiolytiques. Parce que nous, dans la tête, on a eu un schéma de pensée, dépression, antidépresseur. Anxiété, anxiolytique. Non, c'est faux. Donc, il y a la place des antidépresseurs dans les troubles anxieux et il faut connaître l'AMM de chaque antidépresseur dans les troubles anxieux. Encore, une mission capitale. Vous recevez des suicidants, c'est-à-dire des jeunes qui ont fait une tentative de suicide, qu'elle soit bénigne ou grave. Alors, il faut bien maîtriser les outils, comment évaluer le risque suicidaire. Est-ce que cette tentative de suicide, je vais l'envoyer directement à l'hôpital psychiatrique ou psychiatre d'urgence parce qu'il y a un risque imminent de la récidive, ou je prends mon temps parce que j'ai évalué, j'ai trouvé que c'est une tentative bénigne, parfois théâtrale. Je prends mon temps et je vais lui prendre un rendez-vous avec spécialiste à court terme et froidement. Donc là, c'est très très important d'évaluer le risque suicidaire. Encore, le patient agité. Et là, je m'adresse aux médecins généralistes qui travaillent dans les services d'urgence. Ils reçoivent chaque jour des patients agités. Ici, la compétence, elle est où? Elle est dans le diagnostic étiologique de l'agitation, mais elle est aussi dans la compétence relationnelle, c'est-à-dire comment je pourrais calmer ce patient agité, comment je pourrais l'aborder, tout en prenant des précautions. Voilà, je passe vite sur ça. Et encore, il y a les intrications médico-psychiatriques. Et là, c'est le quotidien des médecins généralistes. Donc, est-ce que c'est une hypocondrie hystérique? Est-ce que c'est une hypocondrie délirante? Est-ce que c'est une hypocondrie obsessionnelle? Est-ce que c'est un trouble psychosomatique? Il y a une grande différence entre les quatre entités. Il faut savoir comment gérer et dépister et évaluer et dénicher les symptômes qui orientent vers telle pathologie. Parce que chaque hypocondrie, il a un traitement spécial par rapport à l'étiologie. On ne traite pas l'hypocondrie délirante comme on traite l'hypocondrie hystérique. Ce n'est pas la même chose. Encore, il y a les addictions. Les addictions, ne me dites pas que vous ne recevez pas des patients addicts. Ça, c'est pour tous les médecins généralistes. Il y a une discipline qui est reconnue comme une spécialité maintenant, l'addictologie, et qui s'intéresse à ce problème-là. Mais là, je demanderai aussi aux médecins généralistes d'avoir des notions de base par rapport à comment on évalue la gravité de la dépendance, comment on fait un petit counseling, c'est-à-dire un entretien motivationnel basique, initial, pour l'encourager à consulter un spécialiste, et ainsi de suite. Mais je n'oublierai pas le sevrage tabagique. Et je considère que le sevrage tabagique, c'est l'affaire des médecins généralistes avant qu'il soit l'affaire du pneumologue ou du psychiatre ou du neurologue ou du cardiologue. Et surtout, moi, je crois à l'hypothèse de Gateway. Gateway, c'est l'hypothèse qui dit que l'adolescent et le jeune, ils commencent par les cigarettes. Avant de démarrer le cannabis ou l'alcool ou l'héroïne ou la cocaïne, il a déjà passé par les cigarettes à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors si on fait beaucoup plus d'efforts avec le sevrage tabagique chez l'adolescent, chez le jeune, on va prévenir de façon radicale, pas radicale, de façon importante, les dépendances sévères, comme la dépendance à la cocaïne ou à la dépendance à l'alcool. Un œil sur les troubles du spectre autistique. Maintenant, l'autisme, il est devenu à la mode. Et la fréquence, la prévalence, elle est en nette augmentation. On incrimine quoi? On incrimine les écrans, on incrimine la connaissance des problèmes. Parce qu'il y a longtemps, on prenait les autistes comme des schizophrénies infantiles. Et c'était faux. On a fait pas mal d'erreurs diagnostiques. Alors maintenant, les troubles du spectre autistique, ils sont larges. Ils sont divers. Imaginez même l'autisme léger, c'est-à-dire un tout petit trouble de la communication chez l'enfant fait suspecter les troubles du spectre autistique. Et là, ce tableau-là présume un médecin généraliste comment il pourrait reconnaître les symptômes avant 6 mois, les symptômes avant l'âge d'1 an et les symptômes avant l'âge de 2 ans. Ces symptômes, ils sont explicites. Quand je dis un bébé qui est trop sage, c'est un signe alarmant. Un bébé qui ne pleure pas, c'est un signe alarmant.
Un bébé qui se blesse le berceau contre le mur, par exemple, c'est un signe alarmant. Un nourrisson qui atteint 18 mois et qui n'a pas encore le b.a.-ba du langage, c'est un signe alarmant. Un bébé qui ne pointe pas quelqu'un du doigt, comme ça, c'est un signe alarmant. Un bébé ou un nourrisson qui ne sourit pas à l'arrivée de ses parents, c'est un signe alarmant. Donc, il faut avoir un petit bagage scientifique par rapport aux signes alarmants parce qu'il faut les référer chez les pédiatres ou chez les pédopsychiatres pour confirmer le diagnostic. Je pense que j'ai fini la durée. Encore, il y a l'ADHD, il y a des signes qu'il faut reconnaître. Et je finis par cette conclusion, c'est que la formation des médecins généralistes en matière de santé mentale, de psychiatrie, nécessite une longue réflexion. On devra dépasser ce mode-là de table ronde d'une demi-heure et on passe. Paul Kalimataka Wemshi, ça ne sert à rien. Il faut avoir une formation continue en psychiatrie qui est structurée, régulière, qui prend le temps, qui prend assez de temps. Et on sait que chaque médecin généraliste, il a une tendance, il a une orientation. Et les médecins généralistes qui ont une tendance endocrino, des tendances cardio. Mais aussi, je sais qu'il y a des médecins généralistes qui me contactent, qui ont une orientation psychiatrique. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'étais très bien. Merci. Merci beaucoup, professeur Lamose, pour votre communication très intéressante qui intéresse le médecin généraliste. Personnellement, je suis épatée par deux choses. La première, c'est qu'à travers un état des lieux, on sent qu'il y aurait une ouverture des psychiatres envers les médecins généralistes pour créer des partenariats, des formations, et ça c'est dans le cadre du partenariat spécialiste-généraliste, dans l'intérêt d'une prise en charge optimale du malade. La deuxième chose, c'est qu'à travers cet état des lieux, il est documenté par des études nationales et non pas une étude française ou américaine. Et ça fait chaud au cœur. Vous avez rapporté une étude très récente de 2021 qui rapporte un état des lieux très réel, très concret et qui met en valeur le rôle que pourrait jouer le médecin généraliste dans le domaine des troubles psychiatriques. Oui. Vous avez mis l'accent sur le rôle du médecin généraliste dans le côté relationnel. Oui. Et c'est un point très, très important parce que la relation du médecin généraliste avec son malade est une relation très particulière et qui continue dans le temps. Le médecin généraliste avec son malade, généralement, il y a toujours ce qu'on appelle cette alliance thérapeutique. Oui. Plus que chez le spécialiste. Oui. Et ça, c'est très important dans le côté psychiatrique. Sûr. Vous passez beaucoup plus de temps avec les malades que nous. Justement. Bien justement. sûr. Et aussi la proximité. Exactement. Et l'accès au médecin général, il est beaucoup plus facile. Exactement. Oui. Le rôle de l'écoute est très, très important. Et moi, je dirais qu'il y a l'écoute et il y a aussi la parole. Oui. On dit qu'avec les mots, M-O-T-S, on soigne les mots, M-A-U-S. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci. Donc je passe la parole à la salle s'il y a des questions pour professeur Lamose. Merci, professeur. Je reviens toujours à la prise en charge de syndrome dépressif par le médecin généraliste. Et je reviens à un traitement par les benzos. Généralement, le malade consulte un peu tardif. Oui. Et l'association d'un benzo est presque obligatoire parce que le malade il passe une semaine, 4 jours avant de consulter. Donc, il y a le trouble d'insomnie et le laisser aller. Donc, est-ce qu'il y a une place à ces benzos? Bien sûr. Donc, avant de répondre à votre question, dont je vous remercie, je n'avais pas comme objectif de vous dire des solutions techniques, des conduites à tenir objectifs par rapport à toutes les pathologies, parce qu'une demi-heure ou 20 minutes ne suffisent pas.
mais je me suis contenté de vous donner les axes de travail ou les axes d'intervention des médecins généralistes. Je ferme cette parenthèse et je réponds à la question de votre collègue. La question des benzodiazépines, il se pose beaucoup plus en médecine générale, je le dis. Pourquoi? Parce que, je dirais, il y a un abus, un certain abus. Et on ne se restreint pas avec les règles de prescription des benzodiazépines, c'est-à-dire on ne devra pas dépasser 3 mois de prescription. Au-delà de 3 mois, il y a le risque de la dépendance. Néanmoins, pour les syndromes dépressifs, tout syndrome dépressif contient dans son noyau une composante anxieuse, plus ou moins importante. La plus importante, on l'appelle la dépression anxieuse. Mais de toute façon, l'anxiété, elle est tout là, elle est toujours présente. Deuxième point, c'est que les antidépresseurs en général tardent à avoir une action manifeste sur les symptômes dépressifs. Alors pour les IRS, c'est à peu près en 10 jours à 15 jours, et les tricycles, c'est 3 semaines. Ça, est-ce que le patient dépressif pourra se patienter 3 semaines ou 2 semaines pour avoir les résultats? Alors on pourra se faire aider par les benzodiazépines pour une prescription courte. Troisième point, c'est que les dépressions, il y a une certaine bouffée d'angoisse au début. Quand on commence le traitement antidépresseur, il y a une grande bouffée d'angoisse qui surgit au démarrage du traitement antidépresseur. Il est souhaitable d'associer avec l'antidépresseur une couverture benzodiazépinique pendant 2 à 3 semaines, ce que je fais moi tous les jours, et ça marche très bien. En même temps, on fait adhérer le patient au traitement antidépresseur. Si on ne fait pas, le patient va avoir cette réaction, cette anxiété qui surgit, et par la suite, il va abandonner le traitement antidépresseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour docteur, merci de votre présence et votre conférence. S'il vous plaît docteur, le schéma thérapeutique qu'on peut utiliser pour la dépression chez une femme enceinte, les molécules qu'on peut utiliser et ce qu'il ne faut pas utiliser, et surtout sur les anxiolytiques, est-ce qu'on peut associer les anxiolytiques au début de traitement chez la femme enceinte? Oui, si j'ai bien compris, c'est-à-dire le choix de l'antidépresseur chez la femme enceinte. Oui. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet, bien sûr, les indications des antidépresseurs selon la forme de la dépression. Si je peux, Dr Chkaoui, un petit peu résumer la réponse à cette question. Brièvement, s'il vous plaît. Donc, brièvement. Alors, généralement, les antidépresseurs, ils ont des caractéristiques, je dirais, cliniques, pharmacologiques cliniques. Il y a des antidépresseurs qui sont sédatifs, il y a d'autres qui sont stimulants, d'autres qui sont intermédiaires. Il y a aussi le terrain, c'est-à-dire dépression avec TOC, dépression avec trouble panique. On choisit l'antidépresseur en fonction du terrain, en fonction de l'intensité, en fonction de la présence de l'angoisse. Alors, si jamais on a une dépression qui est inhibée, ralentie, c'est-à-dire une dépression qui reste chez lui, il ne fait rien, il ne se lave pas, il ne sort pas, il est isolé, il parle très peu, et ainsi de suite, alors on choisit un antidépresseur stimulant. Exemple, paroxétine, exemple, la clomipramine, exemple même, le citalopram. Alors que s'il y a une dépression qui est agitée, je dirais nerveuse, c'est-à-dire une dépression agitée, anxieuse, là, on aura recours à des antidépresseurs qui sont sédatifs pour alléger un petit peu cette agitation et cette anxiété-là. Donc, il y a beaucoup de suppositions. C'est un chapitre à part. Comment choisir un antidépresseur? Je l'ai souligné dans ma présentation, mais le temps ne suffira pas à répondre à toutes les questions. Question. Bonjour professeur, s'il vous plaît, dans le cas de la bipolarité, Des bipolaires. Quand on reçoit un malade en période dépressive,
Parce qu'ils ont les deux périodes. Comment on peut faire le diagnostic différentiel entre une dépression et commencer à la traiter? Oui. Une très bonne question, et c'est l'affaire de tous les jours chez le médecin généraliste. Quand on reçoit des dépressifs, on ne sait pas, est-ce que ce sont des dépressions unipolaires ou bipolaires, surtout s'il vient pour la première fois. Alors s'il vient avec des antécédents d'hypomanie ou de manie, on le classe comme une dépression bipolaire, il y aura une attitude à part. Mais c'est quelqu'un qui fait la dépression pour la première fois. On ne sait pas, est-ce qu'il va rester sur le versant dépressif uniquement, ou là un épisode isolé, ou là il va faire des alternances, dépression, hypomanie, manie. Alors à ce moment-là, on devra se servir de certains critères cliniques. Tout d'abord, les dépressions bipolaires, du trouble bipolaire, ils sont très ralentis. Puisqu'on remarque le ralentissement psychomoteur, qui peuvent arriver même à la catatonie, à la stupeur, c'est un indice de bipolarité. Deuxième, vous devez questionner le patient. Est-ce que vous avez des exemples de dépression dans la famille? Quand vous allez retrouver un dépressif avec des antécédents familiaux très riches, l'un des parents, l'un des cousins avec dépression, alors vous vous dites, c'est une dépression qui pourrait être bipolaire, je devrais être très attentif. Le troisième critère clinique qui est très très fréquent, c'est l'insomnie matinale. Plus les dépressifs font des insomnies matinales, c'est-à-dire ils se réveillent à 4 heures du matin, ils restent éveillés avec une angoisse, là c'est un indice de bipolarité. OK? Donc quand vous allez remarquer ça, vous allez prévoir un antidépresseur, mais à courte durée. Et surtout, on choisit la fluoxétine, parce que les autres antidépresseurs, ils sont très stimulants. Exemple, la clomipramine, l'anafranil. Si vous prescrivez l'anafranil à ce patient-là, qui a des antécédents familiaux de bipolarité, qui a une insomnie matinale, qui a un ralentissement il risque de faire un virage maniaque. À la 2e semaine, surtout au 10e jour. Donc voilà des indices qui pourraient vous aider. Mais généralement, je l'ai dit dans ma présentation, les dépressions bipolaires, c'est l'affaire du psychiatre, pas l'affaire du médecin généraliste. On a dépassé le temps. Donc généralement, on ne dépasse pas 3 mois, alors que la durée totale du traitement de la dépression, le minimum, c'est 6 mois. S'il y a 2e épisode, c'est 1 an. S'il y a plus de 2 épisodes, on prolonge jusqu'à 2 ans. Il y a les dépressions récurrentes qui devraient être traitées à vie, selon les recommandations internationales. Pour les dépressions bipolaires, on prescrit au 3e mois, on évalue. Si l'humeur redevient normale, il est souhaitable d'arrêter l'antidépresseur parce qu'il pourrait au 4e mois, 5e mois, 6 mois, monter à la manie ou à l'hypomanie. Ça, ce sont les recommandations internationales pour la dépression bipolaire. Merci beaucoup, professeur Ramos. Chaque question nécessite une séance à part. Donc, on va tolérer juste une petite question, une dernière question courte avec réponse courte, s'il vous plaît. Parce qu'on est pris par le temps. On vous remercie, professeur, pour vos messages clés pour la prise en charge des maladies psychiatriques. S'il vous plaît, si vous rapprochez le micro. Oui. Donc, ma question, c'est concernant vous avez parlé du problème du sevrage tabagique. Oui. C'est l'affaire du généraliste. Est-ce que vous pouvez nous dire des petits messages concernant on le fait sur 5 jours. On le fait 5 jours. Comment je pourrais le dire en 5 secondes? Il y a, je dirais, 3 outils très importants. C'est de maîtriser le counseling dans la tabacologie, c'est-à-dire comment convaincre un jeune d'abandonner les cigarettes. C'est travailler la balance décisionnelle. 2, c'est essayer de connaître comment traiter le syndrome de sevrage à la nicotine. 3, c'est de connaître les grandes lignes de l'entretien motivationnel. Et l'entretien motivationnel, très connu par les addictologues et par les psychiatres, devra être connu aussi par les médecins généralistes. Merci beaucoup, professeur Ramos.